Depuis quelque temps, vous avez certainement entendu parler des HPI, ces hauts potentiels intellectuels appelés aussi surdoués ou encore zèbres. Alors en quoi ça consiste être HPI? Est-ce un phénomène ou une réalité? Et comment la prendre en compte? On en parle tout de suite avec nos invités. HPI, HQI, surdoué, précoce, zèbre, ce fameux génie méconnu, je cite, qui échoue brillamment à l'école grâce à son intelligence supérieure, pour citer les premières phrases des petits cahiers de tendance de la Fondation Jean Jaurès, dont vous êtes co-auteur, Nicolas Gauvry. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Quand l'enfance nous raconte, demain tous HPI, vous posez la question, c'est aux éditions de l'Aube. Vous êtes également chercheur en sciences cognitives, merci d'être avec nous. Et auteur également Dans la tête des HPI aux éditions des Arènes. Béatrice Millettre, merci beaucoup également d'être avec nous. Merci, bonjour. Vous êtes docteur en psychologie et autrice notamment de Comment gérer les gens normaux quand on est HPI, c'est aux éditions Payot. Voilà, vous avez compris, hein, on va parler des HPI, on disait à l'époque des surdoués. Mais avant même de démarrer ce sujet, si vous voulez bien, j'aimerais savoir pourquoi il est si intéressant de s'intéresser à ce sujet-là. Pourquoi, finalement, s'intéresser au HPI? Vous co-écrivez, Nicolas Gauvry, le HPI est en effet par nature hors norme, rare et précieux, et en même temps omniprésent. Ils sont partout. Dans les médias, oui, pas mal. Je crois que c'est surtout un phénomène de société. C'est intéressant en soi, évidemment, d'étudier le HPI, parce que c'est une particularité avec quelque chose d'un peu paradoxal à l'école, par exemple. Ce qui est paradoxal, c'est que le HPI, c'est un facteur de réussite à l'école. Et donc on pourrait penser qu'il n'y a rien à faire pour eux. Et en fait, il y a quand même pas mal d'aménagements pédagogiques qui sont utiles, même pour ceux qui vont bien. Parce qu'on parle parfois des HPI qui vont mal. Il y en a qui vont pas bien à l'école, qui ont des problèmes, ça peut être des problèmes émotionnels, sociaux, etc. Mais même pour ceux qui vont très bien, en fait, il y a des aménagements qui sont utiles et qui leur permettent d'aller encore mieux. Donc il y a quelque chose de paradoxal, si on veut, parce que c'est un avantage donné à des gens qu'on peut quand même aider. Donc voilà, mais je pense aussi que c'est surtout un phénomène de société et qu'on en parle... On en parle davantage. Ça existait déjà avant, oui, et finalement on en parle davantage. Peut-être qu'on n'en parlait pas assez il y a 50 ans, et depuis 20 ans, on en parle. On s'y intéresse. Peut-être trop. Pour vous, on en parle trop, peut-être pas. En tout cas, j'espère pas. J'espère que vous êtes quand même content d'en parler aujourd'hui sur ce plateau. Oui, moi ça me passionne quand même. Béatrice Millettre, merci donc d'être avec nous. Vous, dans votre livre, Comment gérer les gens normaux quand on est HPI, la question à se poser selon vous est celle de l'existence même d'un haut potentiel. Pourquoi? Alors, en fait, moi, le haut potentiel, j'en parle depuis des années, et de manière plus large de neurodiversité et plutôt de diversité cognitive. Donc, contrairement à Nicolas, moi, je dirais c'est pas en termes de phénomène de société qu'il faut réfléchir, mais en termes de diversité et de singularité de chacun d'entre nous. On a des singularités, des droitiers, des gauchers, tout ce qu'on veut. Mais quand on est gaucher contrarié parce qu'on n'a pas le droit d'exister, c'est là où ça devient compliqué. Et c'est la difficulté, je crois, quand on est neurodivergent, qu'on soit au potentiel ou trouble neurodéveloppemental ou tout ce qu'on veut, dans un monde qui est neurotypique avec une norme. Et la question qui se pose plus largement, dans votre question, c'est aussi celle de la définition du HPI, qui est statistiquement marquée à une frontière, mais la frontière qui est, alors en France 130, au Québec c'est 120, en Chine ils sont passés à 120. Enfin, voilà. Vous parlez du QI là. Je parle du QI, ouais. Effectivement. Quotient intellectuel. Voilà, donc quand on parle de haut potentiel versus les neurotypiques, c'est par rapport aux gens qui sont un quotient intellectuel de 100, un QI de 100. Mais si on fait des recherches, et on a beaucoup d'autres publications internationales sur les sujets des hauts potentiels et de la neurodiversité, c'est avec quelqu'un qui a un QI de plus de 130 comparé à quelqu'un qui a un QI autour de 100, pour qu'on ait des groupes qui sont distincts. Mais si on faisait 125 et 130, il n'y aurait aucune différence, quasiment. C'est un peu l'idée, moi je prends toujours des idées et des métaphores assez simples. Pour rentrer à la gendarmerie, il faut 1m60. Si vous êtes à 1m59, vous ne pouvez pas rentrer, même en tant que cuisinier. Est-ce que pour autant vous n'êtes pas compétent? C'est juste une règle. Donc si on veut, le haut potentiel, il existe parce que, effectivement, quand on a des recherches entre quelqu'un qui a un QI haut et quelqu'un qui a un QI dans la norme, on voit des singularités. Mais si on prend des gens très très proches, il n'y aura pas de singularité. Vous opposez, vous, Nicolas Gauvry, dans ce fameux essai, Quand l'enfance nous raconte, vous opposez la légende rose, grise et noire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi cela correspond? Oui, mais d'abord, je vais oui. dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Béatrice, là, que le seuil
qu'on fixe et qu'on a fixé un peu arbitrairement à 130, et il y a des arguments pour prendre plus ou moins, il reste complètement conventionnel et il ne se passe rien de spécial en fait, à 130. Et donc on observe effectivement des différences. Mais finalement, ce serait peut-être mieux de parler de continuum que de différence. Bon alors, puisqu'on y va, je vais poser une autre question, parce que je vois bien que vous n'avez pas... Parlons du QI. Parce que c'est important, non, mais c'est très intéressant, parce que finalement... Non, mais j'allais y venir après, parce que c'est comment détecter les HPI, etc. Allez, on rentre dedans, c'est pas grave. Depuis toujours, on dit, voilà, effectivement, on va faire un test de QI pour détecter un enfant, voir s'il est HPI ou pas. Est-ce que ça se borne à ça? Est-ce que c'est un fameux test de QI qui dure une demi-heure ou une heure, où on va juste tester ses connaissances et ses capacités? Non mais attendez, justement c'est ma question. Ou est-ce qu'on va bien plus loin que ça? Voilà, répondez puisqu'on est sur le QI. Si c'est juste identification, en tout cas en sciences, on s'arrête là juste pour l'identification. Mais après, quand on veut aider ou prendre en charge un enfant, évidemment on ne se contente pas de son QI total. Avec ça on ne peut pas faire grand-chose. Alors que justement, comment on fait pour détecter au mieux? Si vous voulez, alors ça c'est pareil, c'est très culturel aussi et ça dépend de la conception de l'intelligence qu'on a choisie. Nous en France, et je suis un peu désolée de le dire, on a gardé une conception de l'intelligence un peu des années un peu datée. Si on regarde au Québec, ils n'ont pas la même conception et pour eux, leur seuil de QI va être plus près de 120, mais parce que pour eux, ils vont considérer quelqu'un comme haut potentiel ou de doué, ils parlent de personnes douées, toute personne qui s'écarte de 10%, qui a des compétences qui s'écartent de 10% de la norme, de la moyenne. Donc, ce qui veut dire que chez eux, par exemple, un danseur étoile, ça s'écarte de la norme. Enfin, moi, je danse pas comme un danseur étoile, voilà. Donc, il est au potentiel, il est doué. Vous me dites quoi quand vous dites? Moi, je danse pas comme moi, je danse pas. Voilà, je peux pas être considéré comme doué en danse. Un danseur étoile. Donc, vous pourriez dire que, par exemple, un danseur étoile est HPI, je comprends pas. Oui, exactement. Au Québec, c'est ce qu'ils vont dire. Et ils incluent donc pour eux, alors ça dépend de la définition. Ça, c'est Monsieur Gagné qui utilise cette définition-là. Avec d'autres conceptions, ils font intervenir aussi la créativité. Et donc, si on prend ces conceptions-là, donc ça, c'est très simple. Je prends juste 2 exemples comme ça, très schématique, mais eh bien pour le coup, le dépistage va pas être le même non plus. Donc nous, c'est vrai que statistiquement, quand on fait des recherches, il nous faut bien un seuil. Donc le seuil, et là je mène une recherche avec des collègues à l'université de Nîmes, on est bien obligé de prendre le seuil qui est, il faut bien à un moment donné dire oui, non. Et donc le seuil, ça va être celui d'un QI. Le chiffre est encore fluctuant d'un pays à l'autre parce que si vous cumulez aussi des singularités, ce qu'on appelle la double exception, vous cumulez un trouble de l'attention, le seuil va être abaissé à 120 parce qu'on sait que ça complique le dépistage, ça crée des difficultés. Donc on n'est plus à 130 mais on passe à 120. Donc on a comme ça beaucoup de complexité même dans le dépistage et qui correspondent à la définition même de ce qu'on met derrière finalement. D'accord. Peut-être rebondir effectivement, oui. Ouais, là on parle plutôt de la différence entre HPI et HP, parce que il y a différentes conceptions. Donc en général, nous on se restreint, quand on parle du QI, c'est parce qu'on se restreint au potentiel intellectuel, mais certains veulent élargir un peu et parler de haut potentiel tout court, ce qui peut inclure donc le haut potentiel intellectuel, mais aussi le haut potentiel créatif. Émotionnel, hein, le HPE, c'est ça? Émotionnel éventuellement, ouais. Mais c'est pas les premiers qui sont étudiés, mais en tout cas créatif ou sportif ou artistique, tout ça, ça peut rentrer dedans. Mais donc c'est une définition un peu plus large. Il y avait une grande discussion à l'Éducation nationale pour savoir comment on allait appeler les élèves à haut potentiel, si on mettait intellectuel ou pas. Finalement, c'est pas resté. Donc on pourrait ouvrir effectivement. Oui, c'est ouvert d'ailleurs dans la définition de l'Éducation nationale. Quand on regarde les textes, il y a bien écrit un potentiel intellectuel ou créatif dans les définitions de l'Éducation nationale. Et justement, alors si on pousse sur la sémantique, est-ce qu'on a peut-être eu besoin aussi de nommer, est-ce que ça relève pas d'un besoin aussi de tout nommer, de mettre des aides dans des cases aujourd'hui pour systématiquement parler de HPI, HP ou de surdoué, enfin ce que vous voulez? Alors, moi j'aime pas les étiquettes. Les cases, j'aime pas ça. Mais et quand j'accompagne des gens, puisque moi j'accompagne des gens aussi, donc je fais pas que publier des livres, je publie des livres basés sur aussi mon expérience et toutes les publications que je peux lire et les recherches que je mène en parallèle. Mais l'étiquette ou la case n'a d'intérêt que pour s'en abstraire à un moment donné. C'est-à-dire que, en tant que thérapeute, quand j'accompagne les gens, j'accompagne une personne, j'accompagne pas une étiquette. C'est les besoins de la personne qui priment. Et 2 enfants au potentiel ou 2 adultes au potentiel ne vont pas avoir forcément les mêmes besoins, même s'ils vont avoir
des structures de pensée ou des traits cognitifs un peu similaires. Et donc l'étiquette a d'intérêt pour leur expliciter aussi leur fonctionnement. Ça leur permet aussi d'accepter, parce que c'est pas évident pour quelqu'un quand vous lui dites mais t'es au potentiel. Il dit mais je veux pas de ça. Donc ça leur permet aussi d'accepter et d'accepter derrière leur fonctionnement propre, leur singularité, pour pouvoir faire quelque chose avec ça et pour accepter aussi les différences avec les neurotypiques. Parce que quand on parle des hauts potentiels, et moi j'ai fait pendant longtemps de leur expliciter leur fonctionnement, de les accompagner, mais toujours il manquait quelque chose qui était de dire comment fonctionne mon voisin. Et on va projeter sur le voisin qu'on a tous les mêmes manières de raisonner, les mêmes manières d'aboutir à un raisonnement. Ah bon, on a tous les mêmes manières de raisonner? Et en fait, pas du tout. Ah oui, non. Vous avez des gens qui ont l'intuition mathématique, par exemple, qui est quelque chose qui existe, d'autres qui ne l'ont pas. Mais pour le coup, c'est très différent en termes de résolution d'un exercice de maths. Vous voulez réagir? Ou je peux vous poser une question? Non, allez. Merci beaucoup. Est-ce que je peux revenir, s'il vous plaît, oui. à cette légende rose, grise et noire qui m'a interpellée. Justement, on est encore dans la définition de pouvoir comprendre quelque part ce qu'est une personne avec haut potentiel. Pourquoi ils sont dans un atypisme et un neuroatypisme? Alors, l'histoire des légendes, là, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, la voix majoritaire, ce qu'on racontait un peu partout, c'était essentiellement que le haut potentiel était un facteur de difficulté, voire de trouble carrément. Et on prédisait l'échec scolaire, la dépression, etc., liés au potentiel. Et en fait, c'est comme ça que moi j'ai commencé à m'y intéresser, et j'y croyais, cette histoire. Oui. Et c'est en faisant une revue de la littérature scientifique que je me suis aperçu que c'était pas du tout le cas, et que en réalité tout pointe au contraire vers l'inverse, qui est que généralement c'est un facteur de réussite et c'est plutôt un avantage. Mais il y avait donc ce que j'ai appelé avec Franck Ramu la légende noire, pour dire un récit comme ça où le haut potentiel serait un problème en soi. Après, évidemment, au cas par cas, ça peut devenir un problème pour certaines personnes et ça peut être associé à toutes sortes de problèmes aussi. Mais quand on regarde globalement, et donc on a besoin d'une étiquette pour pouvoir regarder globalement parce qu'il faut classer les gens. Mais ça, c'est du côté scientifique, et pour la pratique, c'est un peu différent. On n'est pas obligé d'avoir des étiquettes, effectivement. Mais donc quand on regarde globalement, c'est plutôt un facteur de réussite, et quand on regardait, quand on lisait ce que ça racontait, on avait exactement l'inverse pour quasiment tout, quoi. Mais quand vous parlez effectivement de haut potentiel émotionnel, créatif, intellectuel, on voit bien la complexité en fait de toutes ces effectivement neuroatypies pour le secteur, l'univers scolaire dont on parle et qui forcément nous intéresse particulièrement ici chez School TV. C'est vrai que ça doit être assez compliqué de pouvoir repérer justement ces élèves, ces enfants dont on dit qu'ils peuvent être potentiellement haut potentiel. Alors, moi, en tout cas, je travaille que sur le haut potentiel intellectuel. Le haut potentiel créatif, c'est assez différent. Les résultats sont pas nécessairement les mêmes. Et c'est pas mon domaine. Donc, voilà, moi, je suis très spécialisé. Et je pense pas qu'il y ait des choses je sais pas. En tout cas, on peut pas dire grand chose, à mon avis, de général sur tous les hauts potentiels qui mêleraient à la fois le haut potentiel artistique, sportif, en leadership, créatif. Tout ça, c'est étudié. Mais c'est étudié de manière un peu séparée. Je pense que la seule chose qu'ils ont en commun, c'est d'être en décalage pour une raison ou une autre avec, donc si on veut, les normaux pensants, mais sinon il n'y a pas grand-chose à dire de vraiment général. C'est ça qui interpelle, peut-être être en décalage effectivement avec le reste des autres élèves. Oui, c'est-à-dire de manière très schématique, un élève neurotypique, on a un peu des études qui nous le disent, c'est un peu réducteur, mais pour poser les idées, a besoin en gros de 8 à 10 répétitions pour retenir un concept. Moi, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup dans mon cabinet pour accompagner les gens, et un enfant au potentiel a besoin d'1 à 2 répétitions. Quand il écoute, quand ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, ça va être des milliers. Mais il a cette capacité mnésique vous lui dites un truc, il le retient. Mais pour l'école, ça crée un décalage parce que les enseignants, et l'instruction est là pour ça, pour tout le monde, donc sont bien obligés de répéter. C'est le principe de la répétition, où on vous demande en classe de répéter plusieurs fois, l'enseignant répète, de faire des devoirs pour répéter, pour engranger la trace mnésique finalement. Mais quand vous n'avez besoin que d'1 à 2 répétitions et qu'on ne vous explique pas, que les autres en ont besoin de 10, vous vous dites c'est moi qui ai un problème. La maîtresse elle répète, elle répète, elle répète. Donc pendant ce temps, on vous dit vous vous ennuyez, ce qui peut arriver, ou vous pouvez vous faire des nœuds au cerveau et dire mais pourquoi diable on me répond 50 fois le même truc? Et là, vous vous dites, mais ce que je sais, je le sais pas. Si je le sais pas, faut que je mette autre chose. Si je le sais pas. Et moi, j'ai vu un enfant comme ça, en CM2, on lui avait dit, apprends les mots de la dictée. Il y avait le mot école dedans, qu'il connaissait depuis le CP. Si je dois apprendre, c'est que je sais pas. Si je sais pas, c'est que ce que je sais pas. Ça, c'est le film qu'on tire après. Et école, il avait écrit Aïk Awel.
en disant je peux pas, ça fait 50 milliards de fois que je vois ce mot-là, pourquoi on me dit de l'apprendre ? Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre le décalage qu'on peut ressentir quand on a cette diversité cognitive. Finalement. Avant que ces fameux enfants arrivent dans votre cabinet ou vous rencontrent, c'est-à-dire qu'il y a tout ce chemin dont on parle qui est assez complexe. On ne va pas y revenir sur la longueur des tests, quels tests exactement. Mais c'est vrai que c'est un vrai chemin. Et ça nous intéresse de comprendre aussi, quand on a une classe de entre 25 et 30 élèves, il y a forcément un enfant minimum dont on pourra dire qu'il sera potentiellement, justement au potentiel. Donc la question, c'est de la formation aussi des profs par rapport à ça. Est-ce que les profs, les enseignants ont une formation pour pouvoir être en mesure de repérer ceux qui ont besoin d'être accompagnés ? Alors oui et non. Oui et non. Ils ont des formations qui ne sont pas obligatoires par les différentes académies. Il y a des ateliers, il y a des journées. Moi, je suis déjà intervenue dans des journées, je pense que vous aussi, Nicolas, de formation pour l'éducation. Mais c'est à leur discrétion, par exemple. Oui, mais c'est la discrétion. On sait qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'en font pas. La formation, c'est pas forcément obligatoire. Ceci étant, quand on travaille aussi avec les référents au potentiel, il y a des référents au potentiel dans chaque académie. Ils vous disent bien, mais quand on est un peu formé, qu'on sait quels signes il faut regarder, ils ont maintenant aussi des questionnaires. Ils ont sur les sites des différentes académies, il y a eu beaucoup de travail et beaucoup d'équipes ont collaboré pour formaliser des questionnaires à destination des enseignants, mais il faut aller les chercher. Nicolas Gauvry. Oui, moi j'ai participé pas mal à la formation des futurs professeurs des écoles et ils n'avaient pas de formation spécifique. Bon, après, il y en a effectivement en option pour ceux qui veulent, mais plutôt en formation continue. Mais d'un autre côté, j'ai du mal à dire qu'il faudrait rajouter ça parce qu'ils croulaient déjà tellement sous les matières qu'ils ont toutes les disciplines scolaires à étudier, plus encore plein d'autres parascolaires, la pédagogie, etc. Et donc, c'est un peu compliqué de vouloir toujours en rajouter. Mais alors, quel est le meilleur là ? Parce que je l'entends tout à fait, évidemment, mais si les enseignants ne sont pas forcément formés à cela, quel est le meilleur chemin, finalement, pour un enfant, de manière à ce qu'il soit pris en charge très, très vite et qu'il puisse savoir quelle est la situation ? Moi, il me semble que la formation des psychologues scolaires, par contre, c'est quelque chose de peut-être... Quand il y en a ? Il n'y en a pas dans tous les établissements, c'est tout le problème. Il y en a, oui. Ouais. Avec beaucoup de délais aussi. Je donne quelques heures pour des formations de psychologues scolaires. Ouais. Et je pense que c'est important. Parce que c'est vrai que moi, dans mes études de psychologie, on ne m'a jamais parlé de haut potentiel. Je me suis intéressé après de mon côté, mais... Oui, donc c'est ça, la complexité, c'est quand même d'avoir les bonnes personnes oui, c'est ça, et c'est pas enseigné non plus en psychologie, parce que c'est pas une pathologie, déjà, ça faut quand même... Oui, c'est pas une maladie, il faut le rappeler quand même. Oui, parce que c'est vrai que sur les réseaux, ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, on voit que... Et ça continue, les gens, quand vous leur dites « je suis au potentiel, votre enfant », ils disent « ah, la catastrophe, il va aller mal, ils vont tous mal ». Non, c'est pas ça, c'est une vue de l'esprit, c'est complètement faux. Mais je pense, à mon sens, pour une école, pour un enseignant... On peut pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On met des étiquettes et on leur demande des PAI, des PAP, des plans d'aménagement, tout ce qu'on veut. Bon, on peut pas faire un plan pour chaque enfant. Parce que si on regarde, chacun, à un moment donné dans sa vie, on va avoir des singularités, des difficultés, des n'importe quoi. Mais par contre, de regarder, finalement, chaque enfant pour qui il est, de regarder son cheminement, même sans étiquette, les enseignants, ils les voient, les enfants, pardon. Ils voient bien leur singularité. Moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup. C'est une enseignante qui est venue me voir un jour, il y a longtemps, pour me parler d'un de ses élèves. Et elle me dit, je viens vous voir parce que quand même, il me pose question. Et c'était un petit bonhomme haut comme ça. Et sur les divisions, il faisait la division, il écrivait juste le résultat, il n'y avait rien au milieu. Et elle est venue me voir en me disant, un enfant n'importe lequel, j'aurais dit, t'as copié sur le voisin. Elle me dit, je viens vous voir parce qu'en fait, cet enfant-là, il est malvoyant. Donc je ne peux pas dire qu'il copie sur le voisin. Et ça me pose question, parce que qu'est-ce qui se passe dans sa tête, cet enfant-là ? Et donc, si vous voulez, si on regarde en termes de résultats, les enseignants, ils voient, l'enfant, il sait faire sa division. Mais comment il a fait ? Et c'est là où on peut aller chercher, non pas en termes de je vais mettre un plan d'aménagement de je sais pas quoi en faisant grand 1, grand 2, grand 3, mais lui, je vais essayer de lui poser des questions, comme il a fait, pour l'amener ensuite à répondre finalement aux normes qui sont attendues par un prof de maths, par exemple. Dernière chose, mais c'est pour rejoindre l'idée de l'enfant dont on dit qu'il doit être unique, l'enfant qui doit tout d'un coup être spécial. Vous consacrez une petite partie, effectivement, dans ce livre, Quand l'enfance nous raconte demain tout pays, aux éditions de l'Aube. Nicolas Gauvry, un point sur la société du self. Et j'ai adoré ça. C'était du selfie. Aujourd'hui, on ne fait que ça, se regarder, se rendre unique.
on doit être spécial. C'est aussi pour ça qu'on s'intéressait au HPIE aujourd'hui. Je pense, c'est une hypothèse, hein, je ne suis pas sociologue. Et mais ce livre-là est pas un livre sur le HPI en soi, c'est sur la réception, ce qu'il y a de social là-dedans, la représentation qu'on a. Et donc j'essayais de comprendre pourquoi ça avait pris tellement d'importance, le HPI, et pourquoi il y avait à la fois ces décalages entre des parents qui sont catastrophés s'ils apprennent que leur enfant est HPI, et d'autres au contraire pour qui il faut absolument qu'il soit HPI parce que sinon il va pas être bien, il sera comme les autres, il sera pas unique et tout ça. Et il me semble que société du self où on est toujours beaucoup tourné vers soi. Et on se compare beaucoup aux autres. Je pense que ça peut expliquer une partie de l'intérêt qu'il y a là-dedans. Merci à vous deux. Merci Béatrice Millettre. Merci beaucoup Nicolas Gauvry d'être venu sur ce plateau pour nous parler des zèbres, des surdoués, des HPI, des HP. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve.